The Last of Us HBO épisode. Une récapitulation. Le premier épisode de la nouvelle série de HBO, The Last of Us, commence par une émission de talk show de 1968 dans laquelle deux épidémiologistes analysent d'hypothétiques scénarios de cauchemars de pandémie. L'un d'eux pense que l'humanité peut survivre à une pandémie, faisant écho à l'optimisme erroné qui a caractérisé les premiers jours de l'épidémie de coronavirus. L'autre préfigure la pandémie imminente de The Last of Us, un champignon mortel qui transforme les insectes en monstres primordiaux et voraces dans le seul but de se nourrir et de se répandre dans une population. Selon cet expert, le réchauffement climatique pourrait faire de l'homme un hôte approprié pour un tel champignon, le rendant ainsi vulnérable à l'infection. La science est un peu délicate, mais c'est assez plausible, d'autant plus que le changement climatique est connu pour nuire au système respiratoire et à l'immunité des humains. Après le sinistre avertissement de 1968, nous nous retrouvons à Austin en 2003. Sarah, Nico Parker, se prépare pour l'école et prépare l'anniversaire de son père. Parker et Pedro Pascal se livrent à un badinage enjoué, et nous voyons même le frère de Joel, Tommy, Gabriel Luna, se joindre au petit déjeuner. Il est clair qu'il s'agit d'une unité familiale où chacun dépend des autres. Sarah et Tommy tiennent Joel pour responsable du manque de crêpes. Joel explique qu'il veut à peine partager un travail de construction avec Tommy, et qu'il n'est pas intéressé par l'aide de quelqu'un d'autre. Nous comprenons immédiatement que Joel veut subvenir à ses besoins et être autonome, mais qu'il a simplement besoin d'aide et ne le reconnaît pas. L'histoire suit ensuite Sarah, et c'est là que la série utilise les clichés sur la panique qui s'ensuit lors d'une pandémie de zombies, avec en arrière-plan des bulletins d'information sur les problèmes à Jakarta, en Indonésie, alors que le son des sirènes et des hélicoptères commence à s'infiltrer dans l'ambiance. Pendant ce temps, Sarah va à l'école, puis se rend dans un atelier de réparation de montres pour réparer une vieille montre qu'elle veut offrir à son père. Sarah rend même visite aux voisins, des personnes que nous n'avons jamais rencontrées dans le jeu. Ici, il s'agit d'un couple de personnes âgées qui ont parfois besoin d'aide à la maison. Il est clair, pour nous, les téléspectateurs, mais pas pour les personnages de la série, que l'un d'eux est déjà infecté. Plus tard dans la soirée, Joel rentre du travail et Sarah lui présente la montre fixe. Certaines répliques de l'introduction du jeu sont reprises ici, notamment Sarah qui plaisante sur la vente de « drogue dure » pour trouver de l'argent pour les réparations. Tommy appelle et dit qu'il a été arrêté pour avoir participé à une bagarre. Là encore, on peut dire que l'autre personne était infectée. Tommy ne le sait pas, et Joel doit partir. Les voisins, pendant ce temps, se transforment en monstres. Les frères reviennent juste à temps pour mettre Sarah en sécurité après qu'elle se soit réveillée dans la nuit pour trouver personne à la maison et que la maison des voisins soit en désordre. Ce qui suit est une course folle pour s'échapper vers, eh bien, n'importe où. Après que Sarah ait rejoint Joel et Tommy dans un pick-up avec un quart de réservoir d'essence, les trois hommes traversent la banlieue d'Austin à toute vitesse, mais l'autoroute est encombrée et les champs sont remplis de soldats. En se dirigeant vers le centre-ville, ils découvrent un autre type de chaos. Lorsque Joel et Sarah rencontrent un soldat, il devient rapidement évident qu'il va les tuer, probablement sur ordre de prendre des mesures extrêmes pour contenir la propagation de l'infection. Tommy arrive à temps pour l'éliminer, mais pas avant que le soldat n'ait bombardé Joel et Tommy de balles, frôlant Joel mais blessant mortellement Sarah, qui meurt dans les bras de Joel. Sarah est tuée par un soldat Fedra-Tro Z-E accent aigu L-E accent aigu. Comme nous l'avons dit plus haut, Pascal est à la hauteur de sa performance, tout comme Parker. Il est difficile de retenir ses larmes quand leurs performances sont si crédibles et déchirantes. Après cela, nous avons un flash choquant de plusieurs décennies en avant. Nous rencontrons un enfant marchand sans but dans Boston, maintenant établi comme « zone de quarantaine » de la pandémie. L'enfant est infecté, et les forces de police militarisées optent pour l'euthanasie. Nous revoyons Joel, l'air plus triste et plus furieux, toujours en train de faire un travail de col bleu, cette fois-ci en se débarrassant des morts. Il n'hésite pas à saisir le corps de l'enfant et à le jeter dans un feu. Après 20 ans, Joel est insensible à cela. Son cœur est fermé. Mais peut-être pas pour tout le monde. Plus tard, nous rencontrons Tess, Anna Torv, un personnage clé qui, dans cette série, est clairement la partenaire de Joel dans l'amour et le crime. Elle se dispute avec un homme appelé Robert, qui a apparemment essayé de l'escroquer pour obtenir une batterie de voiture en état de marche. Robert a une peur bleue, non seulement de Tess, mais aussi de son homme de main, Joel. Une explosion soudaine causée par un conflit proche entre les militaires et les rebelles les sépare. Alors que Tess est appréhendée par les agents du gouvernement, elle insiste sur le fait qu'elle n'est pas une Firefly. Les Fireflies sont un groupe de résistance contre la militarisation des zones de quarantaine. Nous apprenons que les soldats de la FEDRA,
la tentative à peine fonctionnelle de rétablissement d'une sorte de gouvernement, sont corrompus, ont la gâchette facile et accaparent les maigres ressources de Boston. Nous voyons Joel vendre des analgésiques à l'un de ses soldats, ce qui donne un aperçu de cette corruption, mais aussi de son activité secondaire de contrebandier. Les lucioles sont montrées comme étant dangereuses, avec peu de considération pour les dommages collatéraux. Ils sont aussi en train de perdre. Enfin, nous faisons la connaissance d'Ellie, Bella Ramsey, enchaînée dans un site des Fireflies pour des raisons encore inconnues. Marlène, Merle Dandridge, oblige Ellie à subir des tests de logique simples pour prouver qu'elle est consciente de la situation. Les lucioles remettent en question le plan de Marlène, mais lorsque celle-ci écrit silencieusement ses raisons à un associé de confiance, leur question se transforme en une détermination sans faille. Marlène les guide pour faire sortir Ellie de Boston. La recherche d'une batterie de voiture par Joel et Tess les place dans l'orbite des lucioles. Joel a besoin d'une batterie de voiture car il a reçu un signal d'aide de son frère Tommy, qui pourrait se trouver dans le Wyoming. Ce point de l'intrigue, nouveau pour la série, donne à Joel une motivation initiale pour quitter Boston. Robert tente d'escroquer les lucioles avec la même batterie de voiture que précédemment, qui s'avère être cassée, et il est tué pour cela. Les lucioles avaient besoin de cette batterie de voiture pour leur voyage hors de Boston. Ce plan ayant échoué et leur nombre diminuant, une Marlène désespérée et blessée, jouée par Merle Dandridge, qui joue également le personnage dans le jeu vidéo apocalyptique, demande à Joel et Tess de faire passer Ellie en fraude, car elle sait que ces deux-là sont capables de tuer pour éviter le danger. Ils acceptent la mission à contre-cœur et, alors qu'ils quittent la zone de sécurité de Boston, ils rencontrent un soldat fédéral. Ce n'est pas la première fois que le soldat apparaît, il achetait des analgésiques à Joel, qui fait de la contrebande dans et hors de la ville. Mais le soldat n'est pas aussi charitable envers son dealer, et est déterminé à dénoncer les trois hommes. Alors que le soldat les examine pour détecter d'éventuelles infections, Ellie prouve son esprit combatif en poignardant le soldat, qui pointe son fusil sur la jeune fille. La série s'efforce de juxtaposer ce moment avec le meurtre de Sarah, un peu lourdement. Les parallèles devraient être assez évidents pour les téléspectateurs. Joel craque et bat le soldat à mort à main nue. Mais ce n'est pas le point culminant de la série. En fait, nous voyons que le scanner d'Ellie effectué par le soldat est positif, ce qui met en colère et désoriente Tess et Joel. Ellie explique frénétiquement que son infection est ancienne, mais les trois ont déclenché l'alarme des patrouilles frontalières, et ils s'échappent donc dans l'obscurité des murs extérieurs de Boston. Pour clore l'épisode 1 de Last of Us, le morceau de 1987 de Depeche Mode, Never Let Me Down Again, est diffusé par la radio de Joel dans l'appartement refuge où Joel, Tess et Ellie se trouvaient avant de s'échapper. Lorsque de la musique des années 1980 est diffusée par cet appareil, cela signifie que deux autres contrebandiers, Bill et Frank, ont rencontré des difficultés, ce qui signifie que le danger est à venir.